La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Le théâtre au XVIIIe siècle, deuxième partie. Isabelle, dans quelle perspective ? Eh bien, après avoir contextualisé, mis en évidence ce qui caractérisait ce siècle des Lumières dans un premier podcast sur le théâtre au XVIIIe siècle. À écouter, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, après avoir contextualisé, nous allons nous intéresser dans cette deuxième partie aux auteurs qui ont marqué ce théâtre du XVIIIe et aux formes théâtrales dans lesquelles ils se sont illustrés. C'est-à-dire ? On revient toujours au même, tragédie, comédie. Et ce genre nouveau qu'est le drame bourgeois, ce qui n'est pas rien. Oui, aussi appelé le genre dramatique sérieux. Mais dans ce podcast, on s'intéresse à la tragédie et uniquement à la tragédie au XVIIIe siècle parce que, oui, la tragédie existe au XVIIIe siècle. Et on entre là dans le vif du sujet avec des exemples précis ? Mais avec une vue panoramique, on va dire les choses comme ça, sur des auteurs clés, des textes, des analyses rapides qui vont permettre de prendre la mesure de l'évolution de la tragédie au XVIIIe siècle. Fatime. Je ne m'attendais pas, jeune et belle Zahir, aux nouveaux sentiments que ce lieu vous inspire. Quel espoir si flatteur ou quels heureux destins de vos jours ténébreux ont fait des jours sereins. La paix de votre cœur augmente avec vos charmes. Cet éclat de vos yeux n'est plus terni de larmes. Vous ne les tournez plus vers ces heureux climats où ce brave Français devait guider nos pas. Vous ne parlez plus de ces belles contrées où un peuple poli, les femmes adorées, reçoivent cet encens que l'on doit à vos yeux. Compagnes d'un époux et reines en tout lieu, libres sans déshonneur et sages sans contrainte, et ne devant jamais leurs vertus à la crainte. Ne soupirez-vous plus pour cette liberté ? Le sérail d'un Soudan, sa triste austérité, ce nom d'esclave enfin, n'ont-ils rien qui vous gêne ? Préférez-vous Solim aux rives de la Seine ? Zahir, on ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas. Sur les bords du Jourdain, le ciel fixa nos pas. Au sérail des Soudans, dès l'enfance enfermée, chaque jour ma raison s'y voit accoutumée. Le reste de la terre, anéanti pour moi, m'abandonne au Soudan qui nous tient sous sa loi. Je ne connais que lui, sa gloire, sa puissance. Vivre sous Orosmane est ma seule espérance. Le reste est un vain songe. Avez-vous oublié ce généreux Français, dont la tendre amitié nous promit si souvent de rompre notre chaîne ? Combien nous admirions son audace hautaine, quelle gloire il acquit dans ces tristes combats perdus par les chrétiens sous les murs de Damas. Orosmane, vainqueur, admirant son courage, le laissa sur sa foi partir de ce rivage. Nous l'attendons encore. Sa générosité devait payer le prix de notre liberté. N'en aurions-nous conçu qu'une vaine espérance ? Théâtre et XVIIIe siècle, partie 2, la tragédie. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. On commence notre présentation avec cet extrait d'une œuvre de Voltaire, Zahir. Un court extrait de l'acte 1, scène 1 de cette œuvre écrite et représentée à la Comédie Française en 1732. Mais avant de poser la traditionnelle question de pourquoi ce texte, j'ai envie de dire que là, j'ai quand même l'impression de lire, d'écouter un texte de Racine, où on n'en est pas loin, non ? Ah, intéressant. Et pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'on retrouve le principe même de la scène d'exposition du théâtre classique du XVIIe siècle, l'héroïne Zahir qui se livre à sa confidente, une présentation des personnages, de l'intrigue, des lieux, etc. Et en plus, c'est une tragédie en 5 actes. C'est une critique. Ah non, mais est-ce que cela veut dire que la tragédie du XVIIIe poursuit le schéma imposé par la tragédie classique du XVIIe ? Ce ne serait pas vraiment une évolution du théâtre pour le coup, mais plutôt une pérennisation du succès de la tragédie. Pérennisation, le mot est peut-être bien choisi. Cette remarque est très juste. Oui, mais en dehors de cela, la tragédie s'impose. Et avec ses règles du XVIIe siècle. En présentant les choses de cette façon, on entre dans le vif du sujet. Et on répond par conséquent à pourquoi ce texte. 2 choses. La tragédie rencontre toujours du succès au XVIIIe siècle, et ça, on le sait moins. Elle ne disparaît pas. Bien au contraire, elle a même plus de succès que la comédie. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, on retrouve effectivement un certain nombre de caractéristiques de la tragédie classique et dans cette perspective-là, le théâtre du XVIIIe s'inscrit dans le prolongement du XVIIe, surtout dans une première moitié du XVIIIe, et Voltaire, comme d'autres auteurs, entre dans la lignée d'un Racine, mais aussi d'un Corneille, on le verra, tout en opérant des modifications, en renouvelant le genre en quelque sorte, du moins
en essayant. L'histoire de Zahir, très rapidement avant de poursuivre. On peut la résumer en disant que c'est une tragédie de la jalousie en 5 actes qui nous conduit au XIIIe siècle à Jérusalem. Alors, la pièce évoque les amours de Zahir, esclave chrétienne de Rossman, sultan qui refuse de la libérer par amour. Mais dont Zahir est aussi amoureuse. Oui, l'amour est réciproque, mais la confusion s'installe car Orosman croit que Zahir le trompe. Et je révèle la fin, oui? Bien Non. sûr que oui. Et il la tue. Ah, et que devient Orosman? Eh bien, il se tue aussi après s'être rendu compte de sa méprise, puisque Zahir, sans entrer dans le détail de l'histoire, lui a toujours été fidèle. Il s'agit donc d'une tragédie de la jalousie, avec dans cette œuvre un homme jaloux qui, se croyant trahi, tue celle qu'il aime. Mais c'est du Shakespeare, ça. C'est Othello version Voltaire, non? Oui, certains critiques voient dans cette œuvre une réécriture d'Othello. C'est bien ce qui me semblait, mais si on peut comprendre l'influence de Racine ou de Corneille chez Voltaire, et certainement chez d'autres auteurs aussi, mais on en reparlera, comment expliquer celle de Shakespeare? Bon, avec cette question, on brûle un peu les étapes, mais ce n'est pas grave. En entrant d'emblée dans un renouvellement de la tragédie avec Voltaire qui a connu, entre autres, Shakespeare durant son exil à Londres. Bon, et bien voilà, on vient de poser les jalons d'une tragédie qui oscille entre héritage de la tragédie classique et renouvellement avec des influences comme celle de Shakespeare. Oui, c'est ça. Et c'est assez complexe car l'interaction entre cet héritage et ce renouvellement qui ne se limite pas à Shakespeare va être constante avec cet auteur phare, Voltaire, qui a su exploiter les deux influences, mais il n'y a pas que Voltaire. Eh bien, allons à l'essentiel, Isabelle. Entre héritage et renouvellement, la question est de savoir, dans un premier temps, quel héritage laisse ce théâtre tragique classique du XVIIe au théâtre tragique du XVIIIe? Pour répondre à cela, reprenons ce que dit Alain Viala dans son étude « Le théâtre en France ». Les dramaturges du XVIIIe ont repris chez Corneille la tragédie historique et la complexité de son schéma, de même que les grands intérêts de l'État en opposition à ceux de l'amour. Chez Racine, ce sera l'inverse, ce sera la simplicité. Et chez Quinault, auteur de tragédie et de comédie, mais surtout un librettiste, donc la tragédie reprend le romanesque et le spectaculaire. C'est donc une évidence, les auteurs comme Corneille et Racine restent les références. C'est cela, on ne les balaie pas, on les respecte, on s'en inspire, on les imite, ils restent les garants d'une tradition littéraire solide. Et aussi bien sur le fond que sur la forme, comme on vient de l'entendre. Pour être plus précis, et si on reste sur un plan formel, toujours des tragédies en 5 actes, comme c'est le cas avec Zahir? On retrouve les tragédies en 5 actes, même si sous l'influence de Shakespeare, Voltaire s'est essayé à la tragédie en 3 actes, comme dans La mort de César. On y reviendra, mais qu'en est-il des vers? La tradition des vers et de l'alexandrin se perpétue. Les œuvres elles-mêmes restent des références, mais avec des éléments nouveaux. Dans Édipe, par exemple, l'intrigue est plus complexe chez Voltaire que chez Corneille. Il n'y a donc pas de tragédie en prose? Si, il y en a eu, Édipe, encore une fois, mais dans la tragédie de Antoine Oudard de la Motte. Antoine Oudard de la Motte, auteur que l'on connaît peu, voire pas du tout aujourd'hui. C'est pourtant un auteur très important au XVIIIe siècle. Il s'est illustré dans la tragédie lyrique, mais aussi dans des comédies et des théories sur la comédie et la tragédie dont on aura l'occasion de reparler. Je repense cependant à une chose, Édipe de Oudard de la Motte, mais c'est aussi une tragédie en vers, non? Oudard de la Motte en a écrit une en vers et une autre en prose en 1726. Mais avec cet exemple, on entre dans les tentatives de renouvellement. On entrevoit ici l'idée d'un renouveau sur lequel on revient plus loin. Oui, c'est vrai. Et il en est de même pour ce respect des règles, de temps, d'unité, de lieu et autres vraisemblances bienséances. Eh bien, la structure d'une tragédie et l'application de ces unités sont des sujets qui ont conduit à des débats. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de réelle remise en question, même si Voltaire s'est essayé à la tragédie en 3 actes, on vient de le dire, et remet en question à un moment donné, sous l'influence de Shakespeare, les principes même du fondement de la tragédie selon Aristote. Mais quand on parle de débat, de quoi s'agit-il exactement ? Les débats sont variés. On a vu dans le premier podcast Rousseau qui répond à d'Alembert et indirectement à Diderot sur l'utilité et les bienfaits du théâtre dans sa lettre de Genève. C'est un peu une règle que les auteurs mettent en place et ça va se perpétuer de se répondre à coups de préface mais aussi de textes théoriques. Mais ça, c'est de façon générale. Par exemple, et pour la tragédie, Voltaire va prôner la grandeur de l'alexandrin qui se prête au genre noble de la tragédie, tandis que Oudard de la Motte cherche dans la prose une libération du rythme imposé par
l'alexandrin. Mais du coup, ces tragédies sont en prose. Eh bien, pas vraiment, non. La plupart sont en vers. C'est plutôt contradictoire, non ? Peut-être pas contradictoire, mais cela montre surtout qu'il existe des tentatives de se démarquer d'un théâtre classique, mais que finalement, on reste dans une certaine idée de la conception de la tragédie qui ne se départit pas de ce fameux XVIIe siècle classique. Par contre, Oudard de la Motte, dans l'idée de vouloir faire spectacle et d'être crédible, va subvertir ces longues tirades. Et quand Racine donne à Théramène la narration de la mort d'Hippolyte dans Phèdre, c'est un vrai morceau de bravoure pour le comédien, mais dans les pièces de Oudard de la Motte, eh bien, au lieu de raconter, on va montrer l'action. Oui, tout cela est assez complexe. Donc, même si on n'aboutit pas à une restructuration de la tragédie, on multiplie des débats sur une esthétique de la tragédie. Mais aussi sur la conception du tragique, qui, cela dit, ne va plus reposer sur les mêmes ressorts, comme nous l'avons expliqué en début de podcast. Et cela va même plus loin si on prend en compte qu'en fin de XVIIIe siècle, et même peut-être avant, elle sert une idéologie qui, selon les auteurs, va se faire de plus en plus anti-monarchiste ou monarchiste. Un théâtre d'idées donc, et il sera important d'en reparler. Mais pour simplifier par rapport à ce que nous venons de dire, et avant de parler des innovations, peut-on avancer une définition de la tragédie, de la conception du tragique ? Pour simplifier et évoquer en quoi consiste cette conception du tragique au XVIIIe siècle, on peut reprendre cette formule d'Alain Viala qui dit que Voltaire concevait la tragédie idéale comme un accord du bruit et de la fureur shakespearien avec la délicatesse de la tragédie française, affirmant que un heureux et adroit mélange de l'action qui règne sur le théâtre de Londres et de Madrid, avec la sagesse, l'élégance, la noblesse, la décence du nôtre, pourrait produire quelque chose de parfait. Mais c'est la vision de Voltaire qui traduit quand même très bien ce qu'il en est. On a dit que Voltaire a connu les œuvres de Shakespeare durant son exil à Londres. On rappelle très rapidement les circonstances de cet exil ? On peut. Voltaire a très jeune brillé dans les salons par sa pertinence et ses écrits, mais il est parfois allé trop loin, ce qui lui a valu d'être enfermé à la Bastille à plusieurs reprises. Et là, à la suite d'une dispute avec le duc de Rohan, qu'il avait trouvé insolent, c'est le noble contre l'écrivain roturier, Voltaire, a dû s'exiler en Angleterre pendant 2 ans, de 1726 à 1728. On sait que c'est une période très riche pour Voltaire qui va être impressionné par cet esprit de liberté et cet esprit philosophique qu'il trouve en Angleterre. C'est aussi une période qui va non seulement marquer les œuvres que l'on connaît, mais aussi son théâtre. En précisant aussi que Voltaire n'a pas attendu d'être exilé pour écrire des pièces de théâtre, puisque sa première pièce, Édipe, qui fut un succès d'ailleurs, date de 1718. Ah, et c'est une bêtise si je dis que Jean-Marie Arouet signe pour la première fois de son pseudonyme Voltaire dans cette pièce ? Non, c'est exact. On ne sait pas vraiment d'où vient ce pseudonyme, mais certains critiquent, voilà, un moyen d'épargner le nom de sa famille vu ses séjours à la Bastille. Mais pour revenir au théâtre anglais dont Voltaire parle dans ses lettres philosophiques, publiées en 1734, on peut lire à ce sujet la lettre 18 sur la tragédie et la lettre 19 sur la comédie. On lira. Est-ce que cela veut dire que la tragédie... Mais je termine, il faut aussi lire dans le dictionnaire philosophique l'article Art dramatique, dans lequel il tient ce discours au sujet de Shakespeare intitulé « Du mérite de Shakespeare ». Je lis ? Mais oui. Il y a une chose plus extraordinaire que tout ce que l'on vient de lire, c'est que Shakespeare est un génie. Les Italiens, les Français, les gens de lettres de tous les autres pays qui n'ont pas demeuré quelque temps en Angleterre ne le prennent que pour un Gilles de la Foire, pour un farceur très au-dessous d'Arlequin, pour le plus misérable bouffon qui ait jamais amusé la populace. C'est pourtant dans ce même homme qu'on trouve des morceaux qui élèvent l'imagination et qui pénètrent le cœur. C'est la vérité. C'est la nature elle-même qui parle son propre langage sans aucun mélange de l'art. C'est du sublime et l'auteur ne l'a point cherché. On voit ici, même s'il oscille entre renouvellement puis retour au tragique classique, en quelque sorte, selon la période de sa vie, tout l'intérêt que porte Voltaire à Shakespeare, à son théâtre, et il ne sera pas le seul. Si on s'intéresse de plus près à cet extrait que je viens de lire, cela veut dire que la tragédie du XVIIIe s'est renouvelée en s'appuyant sur ce théâtre-là ? Mais comment ? Shakespeare et son théâtre, mais on pourrait parler du théâtre anglais en général, va influencer la tragédie en France, et pas seulement celle de Voltaire, et ce, dans plusieurs directions. La première,
consiste dans le choix des sources d'inspiration, comme nous le préciserons plus loin, et même si ce n'est pas une constante, il s'agit de prendre des sujets autres que dans l'histoire ancienne, antique, mythologique, comme cela est le cas dans la tragédie classique. Et comme Shakespeare a puisé dans l'histoire de son pays, les auteurs français vont aussi trouver leurs sources dans l'histoire de France. Isabelle, on a des exemples ? Bien sûr, si l'on s'en tient à Voltaire, on revient à Zaïre. Et dans son épître dédicatoire, il souligne clairement qu'il doit au théâtre anglais les sources, même si elles sont très générales, auxquelles il se réfère dans un certain nombre de ses pièces. D'ailleurs, on peut lire ce court extrait qui est très parlant. « C'est au théâtre anglais que je dois la hardiesse que j'ai eue de mettre sur la scène les noms de nos rois et des anciennes familles du royaume. Il me paraît que cette nouveauté pourrait être la source d'un genre de tragédie qui nous est inconnu jusqu'ici et dont nous avons besoin. Il se trouvera sans doute des génies heureux qui perfectionneront cette idée, dont Zaïre n'est qu'une faible ébauche. » Par conséquent, Zaïre n'est pas la seule pièce d'inspiration shakespearienne. Ou du moins dans laquelle il trouve l'idée de puiser ses sources dans l'histoire de France. Mais cela ne dit pas à quelle histoire de France il fait référence, il faut préciser, non ? On va préciser, dans cette pièce, Voltaire nous conduit à Jérusalem et dans cette histoire revient sur les croisades. Et puis, c'est la chevalerie du Moyen-Âge dans Tancrède, dernière pièce de Voltaire représentée en 1760 à la Comédie Française, ou encore la guerre de 100 ans dans Adélaïde du Guesclin, représentée le 18 janvier 1734 et reprise le 9 septembre 1765. C'est donc ce qu'on appelle revenir sur l'histoire nationale ? Et les grands sujets qui ont construit l'histoire de France sont rappelés dans ces pièces-là. Une histoire nationale qui, du coup, fait éclater le cadre spatio-temporel. Là, on constate ce déplacement spatio-temporel qui s'écarte de ceux des tragédies classiques du XVIIe, puisque dans Zaïre, pour reprendre notre exemple, l'action se situe dans une temporalité proche de ce XVIIIe siècle. Et à Jérusalem, comme nous l'avons déjà dit. Et j'imagine qu'on peut en dire de même dans d'autres œuvres. Les exemples sont nombreux. Forcément, avec des pièces qui traitent de l'histoire nationale, le cadre spatio-temporel de l'Antiquité délaissé, mais pas complètement oublié, comme en témoignent d'autres tragédies, dont Mérope de Voltaire en 1743, tragédie aussi en 5 actes. Le cadre spatio-temporel s'ouvre aussi sur d'autres lieux, des lieux plus exotiques comme l'Amérique ou l'Asie ou autres. Dans Alzire ou les Américains, la scène est à Lima, au Pérou, et les personnages sont les suivants. Don Guzman, gouverneur du Pérou, Zamoré, souverain d'une partie du Potosí, Don Alonze, officier espagnol, Alzire, fille de Montese. On reste quand même avec des personnages qui appartiennent à la noblesse. Forcément. Autre exemple, dans L'Orphelin de la Chine en 1755, donc on voit que les titres nous orientent sur les lieux. Ici, la scène est à Cambaluc, aujourd'hui Pékin, à l'époque de Gengis Khan. Tancrède, c'est aussi une œuvre intéressante si on lit la didascalie initiale où on voit entre autres que l'unité de lieu est plutôt malmenée par rapport à cette unité de lieu du XVIIe. La scène est à Syracuse, d'abord dans le palais d'Argire et dans une salle du conseil, ensuite dans la place publique. L'époque de l'action est de l'année 1005. Les Sarrasins d'Afrique avaient conquis toute la Sicile au IXe siècle. Syracuse avait secoué leurs joues. Des gentilshommes normands commençaient à s'établir vers Salerne dans la Pouille. Les empereurs grecs possédaient Messine, les Arabes tenaient Palerme et Agrigente. Mais une remarque importante, sans vouloir remettre en cause ce qui a été dit, avec la mort de César de Voltaire, on n'est pas dans l'histoire de France et pas dans un passé proche, entre guillemets. Les informations semblent un peu contradictoires. Si Voltaire reprend ses sujets plus anciens, on s'écarte de ces sujets de l'histoire nationale. Et du coup... Voltaire a pu aussi trouver chez Shakespeare son inspiration dans des sujets plus anciens, des sujets historiques, tout en leur donnant une couleur personnelle. Et on peut citer, comme cela vient d'être fait, la mort de César, mais aussi Rome sauvée ou Catilina. C'est ce que l'on appelle les tragédies romaines. C'est cela. Et pour Voltaire, comme pour les autres auteurs, on peut parler effectivement des tragédies romaines que cet auteur a cependant adapté à ses idées. Mais dans quelle mesure ? Bon, alors c'est assez complexe parce qu'on entrevoit finalement l'évolution du théâtre à travers des influences diverses. Celle du XVIIe est la tragédie classique avec comme figure de proue Racine, Corneille et d'un autre côté l'influence de Shakespeare dans un XVIIIe où les idées foisonnent et où le théâtre est aussi un moyen de transmettre ses propres idées et de faire évoluer le théâtre
aussi, il faut le préciser, sur le plan de la mise en scène. Oh, intéressant cette histoire de mise en scène. Et déjà, je voyais plutôt ça à la fin du 19e, début du 20e siècle. Oui, mais on en reparle plus tard. Je vais donc revenir sur ce qui a été dit avec ces influences qui finalement servent les idées, c'est-à-dire... Pour répondre à cela, dans son article sur les tragédies romaines de Voltaire, Charles Mazoué analyse 5 des pièces romaines de Voltaire. Brutus, La mort de César, Rome sauvée, Le triumvirat et Sophonisme. Il les analyse pour expliquer ce qu'il en fait et montrer que Voltaire a su s'inspirer de Shakespeare, comme on vient de le dire, mais finalement, ce n'est pas ça qui intéresse Charles Mazoué. Ce qu'il met en évidence, c'est que Voltaire, tout en restant fidèle à la tradition classique, en tant qu'imitateur de Racine et Corneille, va au-delà de la simple imitation. On en lit un extrait. On va lire un extrait de la conclusion de cet article qui donne le ton de l'analyse et permet d'entrevoir le propos tenu. Féru d'histoire romaine et admirateur de la tragédie classique, Voltaire garde toujours une part d'enthousiasme intacte pour les vieux romans de l'époque républicaine et leurs vertus. Dans ces tragédies, il sait ressusciter ce monde révolu. Il y a, dans La mort de César, écrit-il le 24 août 1735, Quelques sentiments dignes de l'Antiquité et quelques vers comme on en faisait il y a 60 ans. Son goût pour les sujets romains fut tenace, puisqu'il persista pendant plus de 40 ans, alors qu'il était conscient de la désaffection du public. Et il resta indéniablement fasciné par l'héroïsme traditionnel, qui satisfaisait son côté idéaliste et rencontrait l'optimisme de ses maîtres et de son siècle. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à ce que nous avons dit. Si, quand même. On entrevoit bien l'importance que revêt la tragédie aux yeux des auteurs du XVIIIe, parce que Voltaire n'est pas le seul, et cela nous dit aussi qu'à un moment donné, la tragédie romaine n'a plus le vent en poupe. Encore un signe d'évolution de ce théâtre sur un siècle. Mais à regarder de près, je trouve intéressante cette remarque sur la fascination de Voltaire pour l'héroïsme. Et je me demande s'il lui donne la même dimension qu'au XVIIe siècle. Justement, c'est un des intérêts de cet article qui, à la suite de ce qui vient d'être lu, donne des précisions sur la façon de traiter l'héroïsme et le héros. Et Charles Mazoué en arrive aux conclusions suivantes. Mais dès ses 2 premières tragédies romaines, Voltaire insinue le soupçon et le doute sur l'héroïsme. Le bonheur ne mérite peut-être pas d'être sacrifié à des valeurs où la critique discerne les préjugés et le fanatisme. L'acte héroïque s'avère barbare et le héros déchiré émeut trop pour être vraiment proposé à l'admiration. N'est-ce pas entreprendre une véritable démolition du héros ? Donc ici, remise en cause du héros, de l'héroïsme célébré dans la tragédie classique, et il va même plus loin si on poursuit avec une remise en cause de l'essence même de la tragédie dans sa mutation du XVIIe au XVIIIe siècle. Bon, je ne sais pas si on peut parler de mutation, mais l'idée est là. Et si on poursuit l'analyse, Charles Mazoué dit, en somme, sous couvert de perpétuer la tragédie, Voltaire la détruit de l'intérieur et la vide de sa substance traditionnelle. De là à dire que la tragédie est un moyen et non une fin en soi. Voltaire affirme ses idées personnelles à travers une écriture qui traduit des préoccupations idéologiques. C'est bien ça ? Poursuivons le cheminement de l'article. On en arrive aux éléments suivants qui font le lien entre ce que prône la tragédie romaine et, en filigrane, en quoi la tragédie classique du XVIIe est un outil qui permet de poser un regard sur ce XVIIIe et ses valeurs. Fidèle à la tradition des tragédies à sujet romain, ces 5 pièces romaines s'attachent aux grandes pages de l'histoire de la Rome républicaine, qui fournit des exemples de vertu, mais aussi d'ignominie familiers à l'honnête homme du temps. S'agissant de tragédie historique, la pensée du dramaturge vise inévitablement 2 objets. Elle est jugement sur la période historique recréée et prise de position politique, à travers les événements du passé sur le présent. On entre dans un théâtre, comme nous l'avons vu dans le podcast qui contextualise, qui devient un théâtre d'idées, voire un théâtre politique. On pourrait bien sûr aller plus loin dans l'analyse, et Charles Mazoué le fait fort bien en ciblant les personnages de chaque pièce et en montrant en quoi Voltaire pervertit cet héroïsme et lui donne une couleur très différente de celle du XVIIe. Ce serait un peu long, non ? Oui, et là on a donné l'idée qui permet d'entrevoir en quoi la tragédie permet de dire, de penser une époque, et on verra encore d'autres exemples plus loin. Mais pour résumer, ces œuvres amènent des débats à travers les histoires racontées et les personnages sur la monarchie, sur le fanatisme révolutionnaire, sur la tolérance, et cherchent à montrer la voie d'une monarchie équilibrée et juste,
et bien d'autres idées encore. Mais cela n'est pas spécifique aux tragédies romaines ? Bonne remarque, non ? Dans une pièce dans laquelle le titre en dit beaucoup quand même, on retrouve des idées chères à Voltaire qui témoignent une fois de plus de son intérêt pour un monde tolérant et ouvert à tous. Oui, mais quelle est cette œuvre ? Cette œuvre, c'est Le fanatisme ou Mahomet le prophète. C'est une tragédie en 5 actes dans laquelle il dénonce justement le fanatisme religieux et dans laquelle il prône le rôle de la vertu. Alors, si je résume ce qui a été dit, renouvellement des sujets avec l'histoire nationale et l'influence de Shakespeare, référence à des thèmes historiques avec des tragédies romaines, influence du classicisme dans un théâtre qui s'inspire aussi des tragédies antiques, des histoires qu'elles ont véhiculées et sur un plan formel, de la structure des tragédies classiques avec un Voltaire qui occupe une grande place dans le théâtre. C'est vrai, il a une place prépondérante, il a occupé le devant de la scène, c'est le cas de le dire, pendant pratiquement tout le XVIIIe siècle, on y reviendra. Il jouait même dans ses pièces à Ferney. Je trouve quand même complexe cette diversité qui s'affiche quand on parle du théâtre, et peut-être encore plus quand il s'agit de la tragédie au XVIIIe. Est-ce qu'il y a une raison ? Il y en a plusieurs. Parler du théâtre au XVIIIe siècle, et même simplement de la tragédie, n'est pas une mince affaire, car entre les diverses influences, la pérennisation d'une littérature classique et les aspirations personnelles de chaque auteur, qui voit dans le théâtre un moyen d'affirmer des idées, de théoriser le théâtre. Tout en essayant de le défaire de son passé pour innover, tout en respectant ce passé, si j'ai bien compris. Oui, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué dans ce siècle où les idées foisonnent et où il s'agit de prendre en compte le spectateur et la scène, voire la mise en scène qui devient un nouvel enjeu. On y revient. L'idée de la mise en scène, mais il me semblait que son éclosion, si on peut dire, datait de la fin du 19e siècle alors. Oui, c'est à cette époque qu'on la situe, mais grâce à Diderot et au drame bourgeois. Mais pour l'époque qui nous concerne, on retrouve l'influence de Shakespeare une fois de plus. Concrètement, cela donne quoi ? Eh bien, ce sont des scènes qui sont débarrassées des spectateurs pour ne pas gêner le mouvement des acteurs qui ne se contentent peut-être plus de déclamer. Ce sont des effets sonores dans Adélaïde de Voltaire, ce sont des coups de canon, des costumes plus adaptés aux situations des personnages et à l'époque qu'ils représentent, des costumes chinois pour l'orphelin de la Chine. La liste serait longue. Et qu'en est-il des décors ? Eh bien, le décor évolue aussi. Ce ne sont plus les grandes toiles peintes, mais des praticables qui représentent des éléments de la nature, des forêts, mais ça peut être aussi des ruines, des temples, etc. Avec aussi des comédiens qui investissent ces lieux, qui sont vus comme des éléments qui donnent du sens au texte. Est-ce que cela veut dire que la scène devient alors spectacle ? Dans une certaine mesure, oui. Sous l'influence, il faut le préciser, du théâtre lyrique. On recherche le spectacle dans un genre qui n'est peut-être pas fait pour cela. Question fondamentale et peut-être un peu simpliste, mais dans cette quête de renouvellement fondée sur un théâtre du XVIIe dont finalement les auteurs ne parviennent pas vraiment à se défaire, quelle est la valeur de ces tragédies ? La critique s'accorde quand même à dire que même si la tragédie perdure, elle n'a pas la portée ni l'ampleur de ces tragédies du XVIIe et elle va finir par s'épuiser. Mais en ayant connu des succès et en jouant sur des valeurs comme celles dont nous avons déjà parlé. C'est-à-dire ? C'est ce qui se passe dans cette œuvre d'Antoine Oudard de la Motte, Inès de Castro, qui a rencontré un succès particulièrement étonnant ? C'est une œuvre de 1723 qui a été représentée plus de 200 fois. Ce qui est bien supérieur en termes de représentation de certaines pièces de Racine ou de Corneille. Elle met en scène des personnages en proie à des sentiments et c'est ce qui va embarquer le public. On peut parler de l'histoire ? Eh bien, c'est l'histoire passionnante d'Inès de Castro. Oui, on pouvait s'en douter, Isabelle. Oui, je continue. L'histoire se déroule au XIVe siècle, au Portugal, et évoque une intrigue à la fois amoureuse et politique entre Inès de Castro, fille naturelle d'un noble puissant du Portugal, qui va vivre un amour illégitime et passionnel avec le prince héritier de la couronne portugaise, Pierre de Lisbonne, dom Pedré. Alors, c'est un amour impossible, constamment contrarié, jusqu'à ce que soit décidé l'assassinat d'Inès pour des raisons politiques. Devenu roi, Pierre de Lisbonne révèle s'être marié en secret avec Inès et pour honorer cet amour, fait déterrer le corps d'Inès pour la revêtir de la couronne
de reine du Portugal. C'est magnifique, mais si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de la Reine morte d'Henri de Monterland, écrite et créée en 1942. C'est exactement ça, et il faut lire La Reine morte de Monterland. Mais, pour revenir à notre histoire, Oudard de la Motte adapte, bien sûr, l'histoire à son époque et lui donne une dimension pathétique qui doit beaucoup à son succès. On en lit un extrait ? Je propose justement la fin. Ce dernier acte où l'on voit mourir Inès dans la grandeur et le prince qui va lui survivre à sa demande. Donc on va retrouver les personnages suivants. Alphonse, qui est le père de Dom Pedré, donc Pierre de Lisbonne, Inès et Dom Pedré, à savoir Pierre de Lisbonne. Les personnages sont Alphonse, père de Don Pedré, Inès et Don Pedré. Don Pedré. Seigneur, à mes transports ne vous dérobez pas. Alphonse, laissez-moi. Permettez qu'à vos pieds je déploie et ma reconnaissance et l'excès de ma joie. Vous me rendez Inès. Prince trop malheureux, je te la rends en vain, nous la perdons tous deux. Tu la vois expirante. Ah, tout mon sang se glace. Inès. J'éprouve en même temps mon supplice et ma grâce. Cher prince, je ne puis me plaindre de mon sort, puisqu'un moment, du moins, dans les bras de la mort, je me vois votre épouse avec l'aveu d'un père, et que ma mort lui coûte une douleur sincère. Votre mort, que deviens-je à ces tristes accents ? Quel affreux désespoir a ranimé mes sens. Inès, ma chère Inès, pour jamais m'est ravie. Ce fer m'est donc rendu pour m'arracher la vie. Ah, mon fils, arrêtez. Pourquoi me secourir ? Soyez encore mon père en me laissant mourir. Se jetant aux pieds d'Inès. Que j'expire à vos pieds et qu'unis l'un à l'autre, mon âme se confonde encore avec la vôtre. Non. Cher prince, vivez, plus fort que vos malheurs. D'un père qui vous plaint, soulagez les douleurs. Souffrez encore, souffrez qu'une épouse expirante vous demande le prix des vertus de l'infante. Par ses soins généreux, songez que vous vivez. Puisse-t-elle jouir des jours qu'elle a sauvés, plus heureuse que moi, consoler votre père. Mais n'oubliez jamais combien je vous fus cher. Aimez nos chers enfants, qu'ils soient dignes. Je meurs. Qu'on m'emporte. Comment survivre à nos malheurs ? Ça ressemble en quelques points au drame romantique, non ? Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments ou des accents annonciateurs, mais les choses sont suffisamment complexes pour ne pas en rajouter. Et pour revenir, pour poursuivre, l'œuvre tout entière offre des scènes où les personnages d'Inès et de Pierre de Lisbonne sont capables d'une véritable abnégation, d'une dévotion l'un envers l'autre qui relève vraiment du pathos. Mais je trouve quand même que certaines scènes sont assez belles finalement. Mais c'est aussi ce que recherche dans une certaine mesure Voltaire dans Zaïre. On peut dire les choses comme ça. Est-ce que c'est une sorte de filon ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que cela contribue au succès des œuvres qui tombent parfois dans un sentimentalisme qui éloigne ces mêmes œuvres et leur thème de la tragédie et de la grandeur d'âme des personnages que l'on connaît dans cette fameuse tragédie classique. C'est peut-être là le danger. On a beaucoup parlé de Voltaire et de Oudard de la Motte, d'autres auteurs marquants à cette époque ? Eh bien, il y a un auteur que nous n'avons pas évoqué et qui s'appelle Crébillon. Ah, l'auteur du célèbre roman Les égarements du cœur et de l'esprit. Non, alors c'est un roman particulièrement intéressant, mais ce n'est pas lui. Ici, nous allons parler du père, donc Crébillon père, personnage pour le moins étonnant, qui cherche aussi, et c'est un nouvel exemple, à donner à la tragédie une tournure particulière, différente des auteurs qu'on vient de citer, une tournure qui la distingue du siècle précédent. Dans quelle perspective ? J'aime vraiment beaucoup cette façon d'appréhender la tragédie à travers cette formule célèbre dans laquelle Crébillon père aurait dit « Corneille a pris la terre, Racine le ciel, il me reste l'enfer. » Vaste programme qui se traduit comment ? Eh bien, si Voltaire et Oudard de la Motte jouent avec le pathos, Crébillon, lui, ce sera avec la terreur, l'horreur. C'est ce que souligne Alain Viala en rappelant aussi la définition que Crébillon donne de la tragédie au tout début du XVIIIe siècle, en 1709. Une action funeste qui devait être présentée aux yeux des spectateurs sous des images intéressantes, qui doit les conduire à la pitié par la terreur.
On retrouve encore là les résurgences de la tragédie classique. Oui, mais dans une définition qui donne à voir la tragédie qui joue avec la terreur et même l'horreur. C'est-à-dire, Bien, c'est concret. Il s'agit de montrer l'horreur dans toute sa splendeur et on cherche davantage à impressionner le spectateur. Et là, il ne s'agit plus de susciter la crainte, mais justement la terreur. Et les exemples sont nombreux. on peut en avoir un, justement, Isabelle. Eh bien, prenons un extrait de la dernière du Triumvirat ou la mort de Cicéron en 1754. Octave. Irénius ici n'a point encore paru. Mécène, en attendant, prenez soin de Tullie. Je vais sur Cicéron interroger Fulvie. Tullie. Non, César, demeurez. Mais quel objet nouveau vient frapper mes regards sous ce triste tableau? Hélas, je reconnais la céleste tribune que mon père occupait avant son infortune. C'est de là que, rempli d'un feu toujours divin, il semblait prononcer les arrêts du destin. Plus j'ose l'observer, plus ma frayeur augmente. Mécène, la tribune, elle est toute sanglante. Ce voile encore fumant cache quelque forfait. N'importe, je veux voir. Elle monte à la tribune et lève le voile. Dieu, quel affreux objet! La tête de mon père! Ah, monstre impitoyable! À quels yeux offres-tu ce spectacle effroyable? L'horreur qui me saisit à ce terrible aspect pourrait justifier l'homme le plus suspect. On n'en peut accuser que la main de Fulvie. La tienne a-t-elle moins fait voir de barbarie? Ne lui conteste point un coup digne de toi, ô Sextus! Tout est mort, et pour vous, et pour moi, traître, pour assouvir la fureur qui t'anime? Elle se tue. Tourne les yeux, voilà ta dernière victime. On pourrait aussi citer Atrée et Thyeste. Oui, le texte se prête particulièrement bien à cela. Entre pathos et terreur, horreur, est-ce que le public choisit ? Le théâtre de l'horreur, on vient d'en lire un exemple, n'emporte pas vraiment l'adhésion et force est de constater que le sentiment l'emporte sur ses effets de cruauté et de terreur. On a évoqué de nombreuses œuvres, toutes ont eu un succès. En fonction de l'époque, toutes ne vont pas rencontrer un succès retentissant, mais quand même, la tragédie intéresse beaucoup le public et il faut aussi noter que le nombre de tragédies et d'auteurs de tragédies va en grandissant, comme le nombre de pièces de théâtre de façon générale. Et certaines pièces connaissent beaucoup de succès. Ce sont celles que nous avons évoquées, dont Inès de Castro. Qui a été représentée plus de 200 fois, comme on l'a déjà dit. Et là, Oui. l'exemple de Zahir, encore une fois, est parlant. C'est effectivement aussi le cas de Zahir, œuvre phare de Voltaire qui a été écrite en 1732 et qui a rencontré un énorme succès. La preuve est qu'elle est restée au répertoire de la Comédie Française jusqu'en 1936 avec 488 représentations entre 1732 et 1936. Jusqu'en 1936, Isabelle. Mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est à peine si on sait que Voltaire a été un auteur de tragédie. Non, les tragédies dominent effectivement son œuvre, mais il a aussi écrit des comédies et des divertissements. La plupart joués par des comédiens de la Comédie Française et certaines à l'affiche pendant de très nombreuses années. On vient de le voir avec Zahir. Est-ce que cela veut dire que la tragédie aura même plus de succès que la comédie ? Donc, les registres de la Comédie Française enregistrent pour la tragédie une fréquentation supérieure à celle de la comédie, quand on observe le nombre de spectateurs, de représentations, etc. Oui, on rappelle que les tragédies et les grandes comédies avaient le privilège de la Comédie Française. Et à ce sujet, il est particulièrement intéressant de consulter ces fameux registres de la Comédie Française et de lire les propos tenus sur les pièces qui sont jouées comme Zahir, Brutus, etc. On retrouve des commentaires très intéressants. C'est-à-dire ? Eh bien, dans ces fameux registres, on retrouve les périodiques. Comme le Mercure Galant, par exemple. Voilà, comme le Mercure Galant, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ce périodique. Et même s'il a été un outil de propagande pour Louis XIV, il n'en reste pas moins un mensuel à partir de 1677. Et durant le XVIIIe, sous le nom de Mercure de France, eh bien, ce mensuel a diffusé à Paris et en province des informations sur le monde culturel, mais aussi les événements mondains. Oui, c'est très intéressant de lire les critiques des spectacles présentés dans ces documents très précieux et de considérer que les informations circulent. Donc, on a parlé de Brutus tout à l'heure. On peut lire le commentaire qui a été livré dans ce périodique. La tragédie nouvelle de Brutus de Monsieur de Voltaire fut représentée à la cour le samedi 30 de ce mois avec un très grand succès. On la donna le lendemain sur le théâtre français pour la 9e fois et toujours avec beaucoup d'applaudissements. La scène de cette pièce, dont nous avons promis de parler, se passe dans le Capitole.
Cela dit, je voudrais quand même comprendre pourquoi on connaît aussi peu Voltaire comme auteur dramaturge, mais aussi pourquoi la tragédie au XVIIIe est aussi peu représentée de nos jours. Et je voudrais comprendre aussi pourquoi la tragédie au XVIIIe siècle connaît un tel succès à son époque. Ce sont des questions qui sont très importantes, peut-être parce que les tragédies de Voltaire n'ont pas la même envergure que celles des classiques. Alors je parle des tragédies de Voltaire, mais ça peut être aussi bien sûr celles des autres auteurs. Certains metteurs en scène ont tenté de les mettre en scène, mais c'est très rare. La tragédie classique du XVIIe est difficile à détrôner. Elle reste un monument littéraire qui ne trouve peut-être pas d'équivalent, même dans ce fameux XVIIIe siècle. On peut par ailleurs expliquer le succès de la tragédie au XVIIIe parce qu'on est à une époque qui cherche à répondre à des aspirations nouvelles et que les tentatives d'innovation qui existent quand même répondent dans une certaine mesure à cette curiosité propre à ce XVIIIe et que ce théâtre, donne au public, aux spectateurs, une place qu'il n'avait pas auparavant, une place qu'il prend et qui va être de plus en plus importante. Alors, est-ce que ce théâtre du XVIIIe a une portée moins universelle que celle du XVIIe ? C'est peut-être aussi une des raisons. Oui, et on comprend que les raisons peuvent être très diverses et nombreuses. Isabelle, un mot pour conclure ? Plusieurs. Recherche, investigation, innovation, mais pérennisation et oubli. Je n'aurais pas mieux dit. Merci Isabelle. Merci Antoine. Théâtre en mouvement est une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle. Un programme écrit par Isabelle Roux-Lalisban. Produit par Antoine Guillot. À la réalisation, Jérémy Buatier. Lecture par Camille Desgeorges Ruffelaer et Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, Facebook, carnetdartpodcast.com et la compagniecaravelle.fr. Vous pouvez nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Allez-y, cliquez. Cliquez et faites un don. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Bon, il faut y aller maintenant. Allez, madame, monsieur, il faut partir, on ferme. On se retrouve très bientôt.